Donc je suis Jacques Thomas, fondateur du groupe coopératif EWA, qui rassemble trois sociétés coopératives, Scopsagne, Rhizobium et Kéros Compensation. Rhizobium, vous connaissez peut-être à cause des émissions sur le web, c'est dans le sol, et des programmes d'accompagnement des agriculteurs en Occitanie à la connaissance de leur sol. Et puis par ailleurs, eh bien, il se trouve que je suis président de l'Association française pour l'étude du sol. Alors, je vais continuer à meubler, non? Donc comment améliorer la disponibilité en eau pour les plantes? Bon, face aux extrêmes peut-être, mais surtout, comme le disait Marc-André, dans l'immédiat. On va essayer d'apporter un peu de résilience à nos sols. Euh, et vous savez, ben, tu peux y aller alors, ça va être compliqué. 95% de l'alimentation, de notre alimentation, dépend des sols, et encore plus si on compte les productions. Non, ça marche toujours pas. Bon, c'est pas grave, je vais le faire. Je vais le faire. Ce sera plus simple. Et encore plus que 95% si on parle des productions de la pêche en bord des côtes. Et c'est peut-être cette pandémie qui sera l'occasion de penser un petit peu à ce sol par rapport à notre humanité. Pour comprendre en quoi on peut peut-être améliorer l'accessibilité en eau dans les sols pour les plantes, il faut remonter vraiment très loin, comme le disait Marc-André. Il y a 3,8 milliards d'années, la vie est née dans une grande piscine, dans les océans, et elle est restée dans son bain pendant 3,3 milliards d'années. Ce n'est que finalement très très récemment, il y a entre 500 et 400 millions d'années, qu'elle a pu conquérir les surfaces émergées, les surfaces terrestres. Et c'est ce qu'on appelle finalement, cet épisode-là, la pédologie. C'est à ce moment-là, la pédogénèse, c'est à ce moment-là que les sols se sont mis en place. Et les sols d'aujourd'hui n'ont pas 400 millions d'années, mais les plus anciens sur Terre, c'est plusieurs millions d'années. En Europe, ici, en France, on est les plus jeunes, ils ont 10 000 ans, les plus jeunes. Donc vous imaginez, quand on perd des sols, que ce soit avec du béton, que ce soit par de l'érosion, on perd une action qui a mis au moins 10 000 ans à se faire. Et en général, c'est beaucoup plus que ça, c'est 100 000, 200 000 ans. Et je vais aller très très vite parce qu'il faudrait 3 heures pour développer comment il y a un lien entre la vie et le sol, mais vous avez une coévolution en fait depuis 400 millions d'années entre les formes vivantes qui ont colonisé la Terre et qui ont évolué et le sol. En tout cas, et la croûte terrestre, c'est ce qui en fait a permis de former des sols. Les formes vivantes qui étaient dans le grand bain de l'océan primitif, ont eu à réaliser plusieurs tâches pour pouvoir coloniser la Terre. Se dresser, se fixer sur des substrats, se protéger de la lumière, des UV, mais profiter aussi des rayons du soleil pour pouvoir faire la photosynthèse, résister aux écarts de température, absorber les sels minéraux, absorber l'eau pour absorber les sels minéraux, et puis aussi recycler ses déchets. Ben, finalement, tout ça, vous l'avez balayé un instant. Et ce que je vous propose, c'est de voir comment les systèmes vivants qui ont été mis en place pendant 400 millions d'années et qui ont abouti à ce que l'on est, et on est une partie de ces résultats, comment ces systèmes-là ont permis de mettre en place des stratégies qui permettent d'améliorer la disponibilité de l'eau. Forcément, quand on passe d'un milieu où on baigne dans l'eau à un milieu où il n'y en avait pas, où le sol n'était pas capable de le maintenir, il va falloir trouver des astuces. Si l'on regarde les fossiles qui ont 400 millions d'années en Écosse, à un endroit qu'on appelle Rini,
Et qu'on regarde, qu'on fait des coupes fines de ces rameaux, des rameaux primitifs, vous voyez, des rameaux qui se dressent, terminés par des systèmes de reproduction. Je ne sais pas si j'ai un petit laser là-dessus, c'est ça? Non? Non. Alors, est-ce que je peux le faire là? Non plus. Il y en a un? C'est ça, d'accord. Voilà. Vous voyez ici des espèces de crampons, c'est pas des racines, c'est fait pour s'accrocher sur le substrat minéral. Quand on regarde en coupe fine ces tissus, on s'aperçoit qu'il y a deux types de cellules. Les cellules de la plante supérieure et puis ici des cellules qui sont très probablement des cellules de champignons. Et on se rend compte que une des premières stratégies qu'ont eu les plantes pour pouvoir coloniser la croûte terrestre, c'est de s'unir entre deux systèmes vivants, la plante supérieure et les champignons. C'est les fameux mycorhizes, où plus de 80% maintenant des plantes supérieures sont mycorhizables. Mycorhize qui permet donc à la plante qui est dépourvue ici de racines d'accéder à l'eau et aux sels minéraux de leur milieu de vie. On voit d'autres fossiles tout à fait surprenants, comme celui-ci. Alors, est-ce que c'est un champignon géant, un lichen, un biofilm symbiotique? Probablement un biofilm qui se serait roulé comme une moquette. C'est peut-être pas un champignon géant, mais imaginez un film qui tapisse le sol et qui est enroulé et qui forme 400 millions d'années plus tard ce genre de gros fossiles. Mais là aussi, il a été montré que ce sont des symbioses entre différents êtres vivants qui permettaient de créer ces formes-là. Toujours une manière de pouvoir mieux profiter des compétences des uns et des autres, de s'associer pour pouvoir aller chercher de l'eau, des sels minéraux. Donc, les mycorhizes sont finalement des systèmes très puissants pour pouvoir accéder à l'eau. Garbet a mesuré que les ifs mycorhiziens, les champignons, multipliés par 1000 la longueur des racines. C'est aussi des systèmes extrêmement efficaces, puisque vu leur petite taille, il y a une surface de contact qui est très très forte par rapport au volume. Et enfin, il a été mesuré qu'un mètre carré de prairie recelait 90 mètres carrés de mycélium. C'est énorme. C'est énorme et ça multiplie les contacts dans le sol. Quand il est pourvu d'eau, ça permet de capter cette eau. Donc si j'avais un conseil à donner à un ami, et d'ailleurs il y en a un là, c'est mon voisin, Nicolas, qui parlera après moi, c'est soigne tes mycéliums. Premier conseil, si vous voulez optimiser la résilience de vos sols par rapport à l'accès à l'eau, pensez à vos champignons du sol, pensez au mycélium. Autre sujet, c'est ancien finalement comme constat. Les plus vieux d'entre vous connaissent les bouquins de Dominique Soltner, si vous avez fait les lycées agricoles. Il était peut-être un petit peu le seul il y a 40 ans à dire ce genre de choses, mais déjà il disait qu'il fallait vraiment de la matière organique dans les sols pour que la réserve utile en eau d'un sol soit améliorée. Vous voyez ici, en fonction de la texture, la partie d'eau non mobilisable et les parties d'eau utilisables, c'est sans matière organique, et en vert avec de la matière organique. La matière organique dans le sol permet de gagner de la réserve utile. Et comment ça se fait? Ça se fait de cette manière. Imaginez, c'est un peu complexe hein, ce graphique, mais imaginez donc... hop, oh là là. Imaginez ici une molécule d'eau qui va se trouver à 50 microns d'une particule. Vous savez que tout corps dans l'univers qui se rapproche
qui est proche d'un autre a tendance à se rapprocher de plus en plus. C'est une loi de la nature. Je vois qu'il y a des coquins qui sont en train de rigoler. Quand la molécule se trouve à 50 microns, elle se trouve dans une zone où elle va être attirée par la gravité terrestre, ici, le grand G, cette force. Et c'est essentiellement cette force qui va la faire finalement drainer. Au-delà de 50 microns, on est dans une zone de drainage rapide, et juste en deçà, jusqu'à 10 microns, dans une zone de drainage lent, mais c'est ce qu'on appelle de l'eau de gravité. Elle est essentiellement attirée par la gravité terrestre. Si on passe les 10 microns, que la molécule se retrouve à moins de 10 microns d'une particule, d'une surface, il va y avoir de nouvelles forces qui apparaissent. Ici, la force d'attraction par la particule qui commence à grandir. Et on est dans le domaine des poils absorbants, des ifs de champignons, qui vont pouvoir, surtout les poils absorbants, exercer une force de succion qui va compenser les forces de gravité. Ce qui fait que là, on est dans un domaine où l'eau va pouvoir être absorbée par les plantes. Et si on passe alors c'est tout petit, les 0,2 microns, vous voyez ici une échelle, une bactérie, c'est un demi-micron à peu près. Si on est au plus près de la particule à 0,2 microns, on rentre dans un endroit où les forces d'attraction de la particule sur la molécule d'eau, ici, sont beaucoup plus fortes. Et l'eau va être retenue comme un film très très fin à proximité de la particule. Cette partie de l'eau, là, c'est une eau qui est liée. Quoi qu'on fasse, elle est liée, quel que soit le climat. D'ailleurs, les constructions en Afrique en terre crue, sur 1 mètre de construction de terre crue, il y a l'équivalent d'un verre d'eau, 25 centilitres d'eau, qui permettent d'assurer la cohésion entre les particules qui constituent cette terre crue. Il n'y aurait pas cette eau, tout ça, ça partirait en poussière. C'est donc une eau qui est fortement liée et qui ne sera pas disponible. Donc la partie qui sera disponible, c'est ce qu'on appelle la mésoporosité, par opposition à la microporosité de l'eau liée et à la macroporosité du drainage rapide. Dans le domaine de la mésoporosité, du drainage lent jusqu'à l'eau retenue, on est dans un domaine qui est exploitable par les plantes. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un compromis entre les forces de succion et les forces d'attraction liées aux surfaces des particules et les forces de gravité. Pardon, oh là là. Alors là, il faut que je fasse une manip. Vous avez là devant les yeux, et je peux pas, c'est là, voilà, d'accord. Voilà. Vous avez devant les yeux la reproduction en 3 dimensions par tomographie d'un agrégat de sol, une particule. C'est tout petit, ça a le diamètre d'un cheveu, et vous voyez déjà la complexité, le nombre d'éléments qu'il y a à l'intérieur, des vides, des choses plus ou moins opaques. Mais ça vous montre qu'à cette échelle-là, il y a un grand nombre de surfaces qui sont disponibles pour que de l'eau se retrouve dans une mésoporosité. Et donc, c'est autant de volumes qui sont exploitables, d'abord pour garder l'eau et pour que cette eau soit mise à la disposition des plantes. Si on veut améliorer ça, on peut faire appel à la bioturbation, au travail des lombriciens, des vers de terre, qui vont hacher les végétaux pris en surface, les végétaux déposés dans la litière, les passer dans leur gésier, les couper et les mélanger avec les particules minérales, limon, argile, sable,
et en faire des turicules qui vont augmenter énormément la mésoporosité. La mésoporosité qui nous est utile à chaque fois pour augmenter les réserves en eau du sol. Le spécialiste des vers de terre que vous avez reçu ici, je crois, il y a quelques années, a calculé que dans les prairies, c'était 270 tonnes de lombrimix, il appelle ça, de turicules, qui étaient ainsi déplacés. Donc, deuxième conseil, soigne ta mésoporosité, Nicolas. Si on va un petit peu plus loin, on va s'intéresser aux matières organiques du sol, les MOS. La partie organique du sol représente en général une faible proportion, entre 1 et 10% du sol. Le reste, c'est les matières minérales. Argile, limon, sable, grossier, fin, cailloux, etc. Et dans ces 1 à 10%, la partie vivante ne représente qu'une faible proportion en fait. Nous, le vivant, on ne représente que sur ce sol, que très très peu de choses. Enfin, nos collègues vivants du sol, en tout cas, 5%. Le reste, ce sont des matières organiques mortes. Et dans les matières organiques mortes, on va trouver une plus faible proportion, entre 1 et 40% de matières organiques particulières, les débris végétaux, les litières, où on peut reconnaître des tissus, des cellules. Et puis le reste, c'est un fatras d'un nombre incalculable de macromolécules, de très grosses molécules, de l'ordre du micron, et de molécules très simples. Il est difficile d'en faire une classification tellement leur chimie est compliquée. Les gens travaillent à ça, notamment le laboratoire d'Isabelle Basile. Et ce qui est important pour vous, c'est de comprendre que les molécules les plus simples, les plus petites, ou les plus facilement dégradables, ou les portions de molécules facilement dégradables, vont contribuer à fournir les sels minéraux dont les plantes ont besoin. Et c'est ce qu'on appelle le carbone labile du sol, qui est minéralisable, et qui se mesure avec un test assez simple qui s'appelle le POX, une oxydation en permanganate de potassium, que quelques-uns d'entre vous ont pratiqué hier justement pour essayer de mesurer une partie de la fertilité de leur sol. La fertilité justement, ce schéma vous montre le cycle de la matière organique entre les parties aériennes et le sol, où l'ensemble commence par la photosynthèse permise par les rayons du soleil, l'absorption de CO2 et l'émission d'oxygène, l'arrivée sur le sol des litières aériennes, le turnover et toute la chaîne de dégradation par la faune du sol, acariens, colamboles, les vers de terre, j'en ai parlé, pour finalement, pour les molécules les plus petites et les plus dégradables, se terminer par la minéralisation grâce aux micro-organismes. Puis donc le système repart grâce à la pompe du soleil dans les végétaux. Il manque ici des flèches, c'est le turnover au sein du sol des populations de micro-organismes et des racines, radicelles qui vont mourir, la partie morte, les trous morts qu'évoquait Marc-André Sellos, et qui contribuent dans la grande majorité en fait, à alimenter la matière organique des sols. La très grande majorité de la matière organique du sol, une teneur en matière organique de sol, provient des parties souterraines et des micro-organismes qui sont contenus. C'est quelque chose souvent qu'on oublie. Ce qui veut dire aussi, donc, par voie de conséquence, que si on utilise des produits qui
qu'on a des usages sur les sols qui tendent à diminuer la biodiversité de ces sols, on se prive d'une part importante des sources d'approvisionnement en matière organique dans ces sols. Tac. Un autre chercheur, Pascal Boivin de Genève, a fait la relation entre la matière organique des sols et la teneur en argile. C'était une chose qui était assez connue. On sait que dans un sol très argileux, il faut augmenter les teneurs en matière organique pour qu'il ait une structure suffisamment stable. Il a surtout réussi à montrer, grâce à des suivis sur plusieurs années, quels étaient ces seuils qu'il fallait viser. Il se base sur des critères de qualité des structures observés visuellement, c'est le test VACE. C'est un test assez intéressant qui est beaucoup plus performant que le simple test Bech, mais qui est de cet ordre-là. Je vous laisse vous installer. Donc c'est un travail qui a collectionné énormément de mesures parce que en Suisse, il y a tout un processus de suivi des sols qui est rendu obligatoire pour les agriculteurs. Et il a pu déterminer des seuils critiques et des seuils optimums. Alors peut-être que ça vous fait peur parce que depuis que cette diapo est à l'écran, vous avez dû faire des petits calculs pour vos sols. Mais si vous avez, par exemple, ce qui n'est pas inenvisageable, 30% d'argile dans vos sols, vous voyez ce qu'il faut atteindre comme valeur moyenne et comme valeur optimale. Vous êtes autour de 6% de matière organique. C'est déjà beaucoup. Et si vous êtes en dessous de 4%, vous êtes à un niveau critique, au niveau de la stabilité structurelle. Ça fait réfléchir parce qu'on est très rarement dans ces teneurs-là, sur nos sols très lourds et très riches en argile. Ce qui montre peut-être qu'il y a une partie du problème qui vient aussi de ça. Je vous le répète, hein, c'est selon des critères de qualité des structures. Mais la qualité des structures est déterminée par la mésoporosité, par l'activité microbienne des sols. Tout ça, c'est lié. Et c'est un bon indicateur global de santé des sols. Je pense qu'Alain Broman en reviendra dessus cet après-midi. J'ai passé très vite parce que ce n'était pas le propos de cette présentation sur la nature des argiles qui, bien entendu, vont être importantes, déterminantes pour les teneurs en eau des sols. Les argiles, il faut les considérer vraiment à part du reste du monde minéral. Jusqu'aux limons qui font 50 microns de diamètre, c'est les formes les plus petites. Vous avez en fait des cristaux, des formes cristallines, alors que les argiles ne sont pas des formes cristallines, ce sont des feuillets, comme les feuilles d'un livre, et dans les espaces entre les feuillets, vont pouvoir se loger des cations, et donc les sels minéraux, et de l'eau. D'où la possibilité pour les argiles d'avoir un effet très gonflant selon les argiles par rapport à l'eau et un effet de réserve. La nature des argiles, peut-être que vous ne le savez pas, pour l'essentiel. Alors les argiles, c'est toutes les particules qui sont en dessous de 2 microns. Et pour l'essentiel de ces particules qui sont en dessous de 2 microns, qui ne sont pas des cristaux de roche, c'est issu par un phénomène qui est lié au vivant. S'il n'y a pas de vivant sur une planète, s'il n'y a pas de micro-organismes, on ne le connaît encore que sur la Terre, il n'y a pas de production d'argile de ce type. Et quel est le phénomène? C'est un phénomène d'hydrolyse, c'est un phénomène qui, grâce aux exudats des racines, grâce au gel produit par les bactéries, il va y avoir une destruction des agencements de cristaux de roches, destruction qui va libérer les atomes de ces roches, atomes qui sont
pour les plus importants, la silice, l'aluminium et le fer. Puis vous avez des atomes beaucoup moins présents, mais très présents quand même, le calcium, le sodium, le potassium, le phosphore, le manganèse, etc. Vous reconnaissez toutes ces formes qui vont produire les sels minéraux. Et justement, les atomes qui sont en solution dans l'eau, certains seront exportés par les végétaux, ce sont les sels minéraux. Ils vont donc rentrer dans la composition des cellules végétales. Et puis il y en a d'autres qui seront beaucoup moins exportés, un petit peu exportés, mais beaucoup moins. Ils vont se concentrer autour des racines et des radicelles. Et c'est un phénomène physique assez bien connu. Quand il y a des atomes qui se concentrent à un endroit, il y a un moment où ils vont cristalliser. Et les atomes de silicium, d'aluminium et de fer vont cristalliser sous forme de feuillets. Donc c'est des liaisons électrochimiques qui sont moins fortes que les cristaux de roche, qui ont demandé des énergies considérables pour être mis en place. Là, on est sur des phénomènes très soft en termes de déplacement énergétique pour que les atomes puissent se coller les uns aux autres. Et c'est pour ça qu'ils se forment ces feuillets. Et c'est aussi pour ça qu'on appelle les argiles des phyllosilicates. Donc des natures complètement différentes des roches primordiales. Et c'est ce qui explique aussi tout leur intérêt en agriculture, pour l'alimentation des plantes. Alors, autre chose qui relie les argiles aux matières organiques, c'est que les macromolécules organiques dans les sols, comme les argiles, sont ce qu'on appelle des colloïdes, c'est-à-dire des petites particules qui, quand elles sont mises en suspension dans l'eau, vont rester en suspension et ne vont pas sédimenter tout de suite. Si vous mettez de la terre en suspension, il va rester en suspension les argiles et les matières organiques, les macromolécules de matière organique. Les litières vont peut-être flotter, et puis après, tout ce qui est minéral va tout de suite sédimenter. Et dans l'entre-deux, pendant plusieurs heures, pendant plusieurs jours quelquefois, ce sont les argiles et les macromolécules de matière organique qui vont rester flotter. Ce sont donc des comportements physiques très très semblables, et c'est ce qui explique qu'elles vont être liées, argile, matière organique et macromolécules, notamment macromolécules qui proviennent des exudats de racines, des productions des bactéries. Ça va donc faire cette cohésion de la mésoporosité. Et donc le troisième conseil, c'est favorise les matières organiques du sol, et j'insiste sur le lait. Vous ne pouvez pas vous contenter d'avoir une seule production, notamment exogène, de matière organique, du bois raméal ou je ne sais pas quoi, moi. Il faut vraiment la cohorte du vivant, depuis les biomasses qui vont produire des nécromasses au sol, dans le sol, et toute la chaîne de la destruction, dégradation des matières pour arriver aux molécules les plus simples. Dans le sol, il y a des matières organiques et des molécules qui vont être transformées très très rapidement, qui sont très labiles. C'est elles qui vont former très rapidement les sels minéraux qui seront accessibles pour les plantes. Et puis il y en a d'autres aussi qui sont extrêmement réfractaires et qui vont prendre non pas des centaines d'années, mais des milliers d'années avant d'être détruites. Dans le sol, en profondeur, vous avez des molécules qui ont 1000, 2000, 1000 ans, jusqu'à 7000 ans dans un sol qu'on va dire non saturé en eau. Dans les sols saturés en eau qui ont produit des tourbes, vous avez des tourbes qui ont 15 000 ans. Mais c'est un cas un peu particulier. Autre thème à aborder, si on veut s'adapter et augmenter la résilience de nos sols par rapport à l'approvisionnement en eau, c'est forcément donc permettre à l'eau de se stocker. Si vous avez de la mésoporosité suffisante dans un sol, mais si vous n'avez pas de macroporosité et si le sol est fermé,
toutes les précipitations ou l'essentiel des précipitations vont partir en ruissellement et sur les réseaux hydrographiques et ne vont pas s'emmagasiner là où les plantes en auraient besoin dans le sol. Et donc une chose extrêmement importante à favoriser, c'est l'infiltration, la capacité d'infiltration des sols. On a de la chance en Europe d'avoir des lombriciens, des vers de terre. C'est eux qui contribuent à créer des macroporosités. Donc la macroporosité, c'est tout ce qui est au-delà de 50 microns, donc des choses que déjà vous ne voyez pas à l'œil nu, hein, mais déjà si on parle de fentes qui font de l'ordre du millimètre, vous êtes dans le domaine de la macroporosité. Si on parle de travaux qui vont faire des trous de l'ordre du centimètre ou de plusieurs centimètres, comme avec des labours, effectivement, on est en dehors de tout espace de macroporosité. Ça n'a plus rien à voir. On n'est pas sur des petits canaux. Les champignons, les vers de terre sont capables de faire presque 900 mètres de galerie par mètre carré. Ça a été bien mesuré. Et si on regarde l'expérience d'Ivan Kapoviac, qu'il a réalisé sur des sols très très limoneux dans les Hauts-de-France, des sols à betterave. Vous avez sur la gauche, avec un travail de cartographie par tomographie, donc une sorte de scanner qui va donner une image en 3 dimensions du sol. Vous avez les réseaux des galeries de vers de terre sur la gauche, dans un espace non perturbé. Sur la droite, vous aviez un espace qui a été bouleversé, compacté par le passage des roues d'une remorque de betterave. Ça pèse très très lourd, c'est très large, ça compacte énormément les sols, et c'est pour ça que Yvan a fait cette expérience à cet endroit-là. Alors le problème, c'est que il a fait la tomographie pendant 3 ans. Ça va revenir, je sens. Ouais. Voilà, merci. Il a fait cette expérience, il a suivi ce même endroit pendant 3 ans. La deuxième année, il a commencé à avoir un travail de dégagement du sol, de décompaction du sol grâce aux vers de terre. Et il a fallu attendre 3 ans pour que les réseaux soient à peu près équivalents, mais reformés. Donc vous voyez, le simple passage d'une remorque un peu pesante, ça provoque un espace complètement compacté qui ne permet plus à l'eau de s'infiltrer et de venir remplir la mésoporosité. Parce que le challenge de la macroporosité dans un sol, c'est de permettre de remplir et d'humecter la mésoporosité. Mésoporosité qui va permettre de retenir plus longtemps l'eau et la rendre accessible aux radicelles et au mycélium. Les vers de terre ont d'autres atouts. Il a été montré que, c'est Christian Feller qui a fait ça, que la réserve utile du sol augmentait de 25% en 10 ans. C'est pas négligeable. Alors c'était une station expérimentale où il n'y avait pas de vers de terre, ils ont rajouté des vers de terre et en 10 ans la RU est montée de 10%. Dans un petit bassin versant du centre Bretagne, ça a permis de diviser par 3 le ruissellement et l'érosion. Donc ça a aussi un effet sur la lutte contre l'érosion, l'effet érosif des précipitations, le fait d'augmenter la macroporosité. Et pas très loin d'ici, vous avez des champions des macroporosités, vraiment mouse. C'est dans le Pays Basque, sur des sols très très limoneux. Vous avez des vers de terre qui sont énormes, presque des géants. Ils font des turicules qui sont plus gros que mes doigts pour certains. C'est assez impressionnant. Vous voyez là la taille du gland, du crayon et le trou. Mais on n'a pas besoin d'aller dans ces extrêmes de trous pour fabriquer une macroporosité efficace. Je vous ai dit, c'est de l'ordre du millimètre, pas plus.
Et une façon pour vous, au champ, de le mesurer et de vérifier dans quel état sont vos sols, c'est de faire un test très simple. C'est le test qu'on appelle le test Berkham. Vous avez un cylindre que vous enfoncez de 2-3 cm dans le sol, un cylindre qui fait à peu près 15 cm de diamètre, et vous allez mettre des volumes d'eau successifs, toujours les mêmes, 25 centilitres, et compter le temps qu'il faut à cette eau pour disparaître dans le sol. Et grâce à ça, vous allez dresser une courbe, et cette courbe vous donnera le coefficient qu'on appelle le coefficient K dans le jargon des gens qui travaillent sur l'eau dans le sol. C'est le coefficient d'infiltration. Et vous allez voir si vous êtes capable d'encaisser une pluie, des précipitations de l'ordre de 200, 300, 400 mm à l'heure, ce qui semble énorme, mais là on est dans des conditions contraintes. L'eau elle reste en surface, elle est contenue par le cylindre, et on va pouvoir mesurer l'effet maximum de l'infiltration. Ou si, même en position contrainte, vous allez plafonner à 10, 20, 30, 40 mm à l'heure. Et là vous êtes dans un sol complètement compacté, et c'est ce qu'on a mesuré hier. Sur la même parcelle, les passages de roues, évidemment, l'expérience, elle nous aurait amené jusqu'à ce matin pour vider d'hiver, quoi. Parce que l'eau ne s'infiltrait pas à une vitesse très très faible. Et puis, selon après les couverts végétaux qu'il y avait sur cette parcelle, on avait des effets complètement différents, en fonction justement de ces fameux pores morts. Cette porosité morte, des végétaux qui étaient laissés en place, qui permettaient de fabriquer cette macroporosité. Pardon, on a constaté là que les chardons, ils permettaient de faire une macroporosité très très intéressante, comme quoi c'est pas forcément une plante à bannir totalement. Il y a un monsieur qui a vraiment mis ça en équation et en observation, c'est le fameux Charles Darwin. Et après avoir écrit son fabuleux Origine des espèces, un autre qui a écrit donc l'origine de quelque chose, comme quoi c'est un titre prometteur, Marc-André. L'origine des espèces de Charles Darwin. Et il a été très vite ostracisé, il a été victime de beaucoup de colibés, on l'a beaucoup embêté, donc il s'est réfugié dans sa propriété au nord de Londres. C'était un temps où les chercheurs étaient plutôt des chercheurs rentiers. Il n'y avait pas d'organisation de la recherche telle qu'on la connaît aujourd'hui, et il fallait qu'ils financent ça un petit peu sur leur denier. Donc quelqu'un de curieux comme Charles Darwin utilisait les ressources de sa famille pour pouvoir pratiquer sa recherche. Et sur son domaine, pour éviter d'être trop embêté par la foule, heureusement, le pauvre homme qui n'avait pas les réseaux sociaux, parce que là il en serait mort certainement, il s'est mis à étudier sa propriété, et notamment les sols de sa propriété et les vers de terre, et ça pendant 40 ans à peu près. Quasiment jusqu'à sa mort. Il est mort en 1882, et en France, son livre, qui venait de paraître sur la fin de sa vie, a été publié en 1882. Et il dit quelque chose de très croustillant en introduction de cet ouvrage, où finalement il résume à peu près tout ce que je vous ai dit là. C'est ainsi que je fus amené à conclure que la terre végétale, sur toute l'étendue d'un pays, a passé bien des fois par le canal intestinal des vers, et y passera bien des fois encore. Par suite, le terme de terre animale serait à certains égards plus juste que celui communément usité de terre végétale. Bon, n'empêche que son ouvrage s'appelle Les vers de terre dans la formation de la terre végétale. Comme quoi, ce sont des choses qui sont connues depuis longtemps, et même les dégâts qu'on est capable de faire sur les ressources en eau dans les sols ont été dénoncés par Platon il y a 2300 ans, qui a observé, parce que c'était un philosophe, mais les philosophes à l'époque étaient aussi des scientifiques naturalistes, observateurs, et il a observé que dans la région d'Athènes, le fait d'avoir trop déboisé une petite vallée avait conduit à l'assèchement des sources par modification des sols. Donc c'est des phénomènes que l'on connaît. Le problème, c'est comment le faire passer à la fois aux gens qui sont sur le territoire et qui exploitent les sols,
vous, mais vous vous êtes convaincus, et à la fois aux décideurs de ce monde d'agir. Donc le conseil suivant, c'est nourris tes vers de terre, Nicolas. Pour en arriver, oui, à une chose qui est primordiale, et notamment dans le Gers, on l'a dit ce matin, la notion de stabilité des sols et leur capacité à lutter contre l'érosion. 50 tonnes, 100 tonnes de terre qui disparaissent par hectare et par an, c'est effectivement l'ordre de grandeur des phénomènes érosifs dans notre région. Et l'Occitanie, le Gers, l'Auragais sont les secteurs en France qui sont le plus soumis à ces phénomènes d'érosion. Donc il faut vraiment chercher à stabiliser les sols. Et stabiliser les sols, eh bien, c'est aussi tous les conseils que j'ai donnés jusqu'à présent. Travailler la mésoporosité, travailler l'activité biologique. Du coup, ça permet de créer ce qu'on appelait autrefois le complexe argilo-humique, qui serait plutôt un terme à bannir maintenant, et le remplacer par le complexe organo-minéral. Où c'est pas tellement bon, pour ceux qui ont fait des études agricoles, vous avez dû entendre parler du CAH qui était maintenu par le pont calcique. Ça, c'était une vue de l'esprit il y a 20-30 ans. On a beaucoup amélioré ça. Et Marc-André Sellos vous a bien dit que le ciment qui permettait d'agréger les différentes particules du sol, c'est essentiellement un ciment organique. Ce sont les mucus provoqués par les vers de terre. C'est les extraits de protéines émises par les ifs mycorhiziens qu'on appelle de la glomaline et qu'on appelle aussi la colle du sol, des glycoprotéines qui vont jouer comme une colle qui va permettre de coller les argiles, les macromolécules organiques, les exudats, bien entendu, de racines et puis les gels bactériens. Tout ça, ça fait le ciment organique qui va permettre de donner de la cohésion aux structures agrégats du sol qui vont devenir beaucoup plus résistantes à des agressions hydriques liées aux précipitations trop fortes. On a aussi en changeant d'échelle, le squelette, un exosquelette qui est fourni par le tapis de DIF qui va se développer dans les sols. Ça forme vraiment un exosquelette qui va protéger les agrégats entre eux. Et enfin, à une autre échelle, plus grande, penser couvert, penser haie, pour arriver à la stabilisation de ces agrégats. Il y a une méthode pour mesurer la stabilité d'un sol. Alors attendez, elle est héritée justement des travaux qui, aux États-Unis, ont été nombreux pour améliorer l'état de surface des sols. C'était un test qui avait été mis au point par le ministère américain de l'Agriculture pour que les agriculteurs américains puissent mesurer la stabilité de leur sol. C'était un test qui était fait à la main, où on plonge des agrégats et on mesure, on observe l'état après avoir été immergé, puis 5 fois remonté dans l'eau et redescendu. Et nous, comme c'était un test manuel, il fallait le faire vraiment 18 fois avec les mains, on l'a automatisé avec un petit robot, le Slake Robot, de notre Pegnolab en accompagnant des agriculteurs. C'est un test qui est très très précis, qui permet vraiment de qualifier les états de surface et le comportement des agrégats d'un sol de cette manière. Il n'y a pas besoin d'avoir recours à des choses trop complexes, c'est tout à fait abordable et si vous n'avez pas le robot, vous pouvez le reproduire manuellement. C'est vraiment une chose qui, à mon avis, devrait être développée dans toutes les fermes pour vraiment se rendre compte qu'il y a des progrès certainement à faire, forcément, dans cette région. Et les progrès passeront par la végétation, passeront par l'activité biologique des sols. Ah, et donc,
Là, j'ai un petit peu débordé, mais toute cette cohésion des agrégats, elle dépend en fait de la vie qui se développe autour des racines dans ce qu'on appelle la rhizosphère. Et donc le dernier conseil, ça serait soigne ta rhizosphère. Et soigner la rhizosphère, ça veut dire pour vous que vous avez là un levier d'action extrêmement fort. C'est par le choix des espèces de production, mais aussi des espèces intercalaires ou des couverts, que vous allez pouvoir améliorer la qualité de vos sols. Je dis souvent que le sol, c'est l'équivalent d'un bioréacteur, mais un bioréacteur naturel. Un bioréacteur, c'est un engin comme ça qui permet, en sciences expérimentales, de développer des populations de microbes, de bactéries, de champignons, et de voir comment ils évoluent en contrôlant tous les paramètres et en les alimentant de différentes façons. Mais le sol, c'est ça, mais c'est 1000 fois ça, ou 1 million de fois ça, mieux. Beaucoup mieux que ce qu'on est capable, nous, de concevoir dans un laboratoire ou de suivre dans un digesteur, même s'il était industriel. C'est très, très, très peu de choses, c'est vraiment basique, ces bioréacteurs artificiels. Donc, soigne ta rhizosphère, eh ben, c'est utiliser les différents végétaux qui sont à votre portée. C'est utiliser en fait une technologie qui a bénéficié de 500 millions d'années d'évolution. Donc, quand on a des petites startups qui veulent faire de l'agro-techno et du big data et de ceci et cela et qui ont quelques mois d'existence, ils sont ridicules s'ils ne s'appuient pas sur des technologies, des biotechnologies qui sont héritées de 500 millions d'années d'expérience. Pensez à ça quand vous recevez différentes sollicitations, vous en tant qu'exploitant. Soigner la rhizosphère, c'est penser à l'holobionte. L'holobionte, c'est l'ensemble des micro-organismes et des organismes supérieurs qui s'associent à un endroit donné pour participer à une chaîne de transfert d'énergie, de matière, d'information. C'est aussi ce que vous avez dans votre intestin. Et c'est pour ça que cette représentation d'artiste d'une rhizosphère est assez intéressante, puisque je pense par hasard, en dessinant les sables, les particules de sable un peu grossières, il a dessiné l'équivalent d'un intestin humain. Et effectivement, la rhizosphère, c'est vraiment l'endroit où se passe la digestion des matières grossières vers les matières les plus fines qui vont transformer tout ça en sels minéraux et à nouveau exploitables pour les racines. Alors quand je vous dis de vous inspirer des choses de la nature, c'est pas tout à fait pour rien, parce que expérimentalement, il a été mis en évidence à plusieurs reprises que des solutions d'inoculation, des solutions hyper technologiques ne sont pas meilleures que ce qui existe dans les écosystèmes et dans les agroécosystèmes. Vous avez ici un essai, une mesure sur la production de tomates. Dans un cas avec des champignons indigènes. Donc indigènes, c'est les champignons du sol. Et il y en a des milliers, il y en a des milliards. Et les bactéries, c'est encore pire. Dans 1 gramme de sol, vous avez des millions de cellules de bactéries. Et de toute espèce qu'on ne connaît pas encore bien. Il y a des gens qui travaillent dessus, mais aujourd'hui, on n'est pas tout à fait capable de dire, voilà, telle espèce va avoir telle fonction dans un sol. Ce sont des cohortes d'espèces, des populations. Et ici, il s'agit des champignons mycorhiziens. Et vous vous apercevez que la production de tomates est bien meilleure avec les champignons indigènes que sur le lot où il y a eu une inoculation avec une souche commerciale. Et la souche commerciale n'est guère meilleure, ou peut-être même moins bonne, que le témoin qui a été fait sans inoculation, sans qu'il y ait une mycorhisation. Là, c'est un exemple. On peut prendre d'autres exemples avec des bactéries. Le fait d'apporter des bactéries exogènes dans un endroit donné, alors qu'il y a déjà des millions et des milliards de bactéries de toute espèce, ça ne fait que, dans le
pire des cas, provoquer un phénomène de concurrence entre les espèces, concurrence qui va en général être à la faveur des bactéries qui sont indigènes en place. Les étrangères ne seront pas adaptées ou alors vont avoir un travail immédiat de minéralisation un peu excessif de la matière organique. Le résultat des courses avec ce genre de produit, c'est que vous allez minéraliser très très vite la matière organique. Il y aura un effet starter évident et vous serez content parce que vous qui avez payé ce produit, vous verrez que votre herbe elle est un peu plus verte cette année-là. Mais c'est au détriment de votre stock de matière organique minéralisable plus doucement au fil des années dans le sol. Donc faites attention avec ces solutions qui semblent tout à fait être pertinentes, mais qui en fait à terme soit sont juste inopérantes, soit carrément coûteuses ou même provoquer des problèmes de compétition entre les espèces. Un chercheur de la région occitane qui travaille dans ce genre d'entreprise m'a avoué qu'en termes de champignons permettant des mycorhizes, il n'avait comme provenance que au niveau industriel, hein, que quelques souches qui venaient du Canada. Et donc, apporter des espèces qui ne sont pas du tout adaptées, qui sont d'abord très, très peu nombreuses, qui ne sont pas polyvalentes, qui ne sont pas adaptées au sol de la région, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc ils sont assez dépourvus en fait de solutions biotechnologiques, et les meilleures solutions biotechnologiques que vous pouvez avoir, c'est bien les solutions qui s'inspirent de la nature. Et par rapport à la vie microbienne d'un sol, vous avez tout intérêt à plutôt travailler sur les conditions du milieu, oxygénation, matière organique, plutôt que d'essayer de faire de l'inoculation. Voilà, bon, ça c'était mon petit point de vue biotech. Et maintenant, ben, je pense que vous êtes aussi surtout les mieux placés pour observer les évolutions sur vos parcelles. Pour les mesurer, nous, on peut vous aider à les voir autrement en utilisant quelques outils qui sont assez simples à manier. Mais l'essentiel, en fait, de l'innovation à venir, c'est votre innovation, c'est vos observations, c'est vos tests. Et là, je reconnais que la société vous doit quelque chose par rapport à ça, parce que c'est vous les chercheurs maintenant, aidés probablement par la recherche scientifique professionnelle, mais qui de plus en plus a besoin de travailler directement avec vous et pas avec des intermédiaires qui diraient comment faire. Vous êtes les prescripteurs de la recherche aujourd'hui, et de plus en plus, il y a des ponts entre la communauté des chercheurs et les pratiquants comme vous sur le terrain. Et c'est bien heureux. Et j'espère que ça va se continuer. Je vous remercie.